Depuis quand les films sont en ligne sur Lightcone. sur Lightcone? Je crois que ça Même fait Pile a posé. 3-4 ans. Ça a été une des dernières batailles que j'ai eues, c'est que je souhaitais à partir au milieu des années 90, au fin des années 90, à ce que Lightcone les choses soient disponibles en ligne. Mais ça a été très 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 difficile à ce que ça puisse se faire et accepter, c'est-à-dire que les mentalités acceptent cela. Qu'est-ce qui posait problème? C'était les ayants droit? C'était les ayants droit, les cinéastes eux-mêmes, dans la mesure où il faut situer, hélas, la situation un peu particulière du cinéma expérimental, c'est que historiquement, les cinéastes se sont battus pour affirmer la totale propriété de leurs droits sur les œuvres. Donc sont propriétaires en général de leurs négatifs et donc des copies. Et ça signifie que pour cela, le seul moyen qu'ils puissent faire, avec lequel ils font rentrer de l'argent pour leurs films, ce sont les locations. Mettre un film sur Internet ou faire une cassette, comme c'est duplicable, pour eux, c'était problématique. Ça a été très difficile pour de nombreux cinéastes à comprendre que l'accessibilité ou rendre visible leur œuvre sur Internet pouvait déclencher plus de locations. C'est assez complexe à comprendre, mais c'est un peu ce qui se passe. Mais c'est très difficile pour les cinéastes de changer, parce que c'est véritablement une révolution économique et mentale à opérer. Donc c'est pour ça ça a mis un peu de temps, disons, à Lightcone. Même avec une qualité broadcast qui n'est pas très bonne. Même il y avait cette inquiétude. Et puis vous savez très bien que dès qu'une chose est sur Internet, on peut, quelles que soient les protections, on peut la contourner. Donc il y a chez de nombreux cinéastes comme la question du droit d'auteur a été posée, c'est fondé, ça a été des batailles vraiment très très fortes vis-à-vis des institutions, d'imposer un certain nombre de choses. Là, c'est leur demander de faire l'inverse de ce qu'ils ont dû faire pendant des années. C'est-à-dire laisser un petit peu la question du droit d'auteur un peu plus floue. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple à résoudre. Et donc je rebondis sur, du coup, parce qu'on a quelques questions, Ubu, la démarche donc, de Kines. Oui, moi je suis tout à fait partant, j'ai plusieurs de mes films à Ubu. Oui. Moi je mets des films un peu partout, je ne me préoccupe pas de ça. D'accord. Ce qui gêne Lightcone dans un sens, parce qu'il y a certains de mes films qui sont à Lightcone, mais qui sont à Ubu et qui sont dans d'autres réseaux. Lightcone n'a pas l'exclusivité des droits, de toute façon. Mais ça les gêne, ça les surprend, cette sorte de... Comment je vais dire, je ne sais pas si ça les surprend, mais c'est quelque chose qui semble étrange d'avoir une circulation qui puisse se faire sans droit, s'opposant, disons, à une circulation avec droit. Et donc, Ubu, ils ont été sur le net en 96, et à ce moment-là, est-ce que ça a pu influencer la démarche de Lightcone de mettre en ligne? Là, vraiment, je ne sais pas. Peut-être petit à petit, de par le fait que de plus en plus de cinéastes qui soi-disant étaient réticents d'avoir leurs œuvres, et que celles-ci ont été mis malgré eux, parfois, et qu'ils se sont aperçus qu'en fait, lorsqu'ils allaient dans un lieu, par exemple en Amérique du Sud ou en Asie, eh bien, ils étaient invités parce que les gens avaient pu voir leurs œuvres, ça a changé la donne. De fait, c'est par l'accessibilité et par le fait que ce soit visible, donc accessible, que les cinéastes ont réalisé qu'il y avait potentiellement là quelque chose à travailler ou à partir duquel travailler. Donc là, l'internationalisation du web a joué... À fond, il me semble. Ouais. Donc, est-ce que vous avez entendu parler du concours YouTube Play qui a eu lieu l'année dernière? Oui. Avec Guggenheim. Oui, j'ai entendu parler. Avec Edson Barros, on a un site qui s'appelle... une chaîne sur YouTube qui s'appelle Manifestons.
Et il y a 300 ou 400 vidéos, je ne me souviens plus exactement, qui sont des vidéos de manifestations que l'on filme à travers le monde. Et l'an dernier, une ou deux de nos vidéos ont été en 24 heures, elles avaient 6 ou 7 000 personnes qui les voyaient, donc YouTube a commencé à nous envoyer des mails assez précis nous demandant ils ont différentes stratégies qui consistent à proposer de valoriser votre travail et de le mettre sur une chaîne spécifique. Mais dans ce cas-là, ils se réservent le droit de le retirer si vous n'avez pas tous les droits. Et puis ils nous ont aussi averti de mettre ces choses en concours. Mais la stratégie qu'on a appliquée est de refuser à la fois leur télé et le concours à Guggenheim parce que c'est encore une sorte d'appropriation par un monde de l'art au profit d'une hygiénisation. Et donc pour vous, c'était vraiment, politiquement, c'était pas possible de... Politiquement, on n'avait pas envie. Ouais. On préférait, disons, continuer ce travail d'infiltration plutôt que d'avoir une sorte de déplacer cette idée de la sélection et du festival via l'Internet. Et vous êtes présent sur Dailymotion aussi ou pas? J'ai découvert que j'étais présent sur Dailymotion. Non, mais je m'en fous totalement. De même, un jour, j'ai découvert qu'une de mes vidéos avait été sélectionnée par Ars Forum et allée dans leur page comme vidéo d'artiste. Donc pour vous, une vidéo, elle se diffuse d'elle-même Ben oui. Oui. Non, mais oui, non, oui. Non, c'est un vrai... c'est une vraie posture. Oui, non, mais ça fait partie du jeu. Il faut que... Non, ça ne me nourrit pas, mais ça circule. Et cette circulation est intéressante parce qu'elle permet, quand je vais dans différents endroits aussi, de m'apercevoir que des gens ont vu plus facilement et qu'on peut discuter sur certains sujets auxquels ou sur lesquels je ne pense pas qu'on aurait pu discuter. Quand j'ai été au Festival de Belo Horizonte en novembre dernier, j'étais assez surpris que des gens savaient que j'avais des trucs sur YouTube et sur Ubu, et ils avaient regardé ça et on pouvait discuter du rapport de texte au film. Donc, je crois que c'est important finalement, cette circulation, parce que ça permet d'engager des dialogues, des confrontations et parfois aussi des projets. Mais est-ce qu'une vidéo a besoin du coup d'un espace physique maintenant? Je crois pas. Il n'y a plus besoin, A priori non, sauf l'espace physique, et ça je ne suis pas encore arrivé à résoudre ça, c'est lorsque vous la faites, c'est de décider est-ce que vous gardez un fichier ou non. Alors pour l'instant, ce que je fais c'est que je garde une mini DV et j'efface mes fichiers. Mais bon, certains cinéastes me traitent de complètement délirant parce qu'habituellement il vaut mieux garder tous ces fichiers. Donc la question du... est-ce qu'il faut garder encore... Est-ce qu'il y a une place physique pour la vidéo? Je ne sais pas. En fait, la vidéo n'est que le support de diffusion. De plus en plus, ce sont des fichiers. Alors très souvent, dans tous les derniers festivals auxquels j'ai participé, que ce soit Paris-Berlin ou Belo Horizonte, ils ne voulaient pas du support, ils voulaient un fichier. Finalement, pour vous, tout se joue sur la... C'est pas la VOD, c'est la gratuité totale. Oui, mais là... Mais alors quel modèle économique joue? Plus je donne même à des étudiants, quand je donne des DVD de mes films, plus je sais qu'ils les copient et autres, mais plus je sais aussi qu'ils demandent des locations ou des invitations. Donc c'est un déplacement ou un changement peut-être d'économie. Et plus j'avance dans ma vie, plus je m'aperçois que
la manière, il était très important, c'était vraiment très important, et j'ai lutté comme un forcené avec Bobo sur des contrats précis de droit d'auteur, mais il était très important de faire respecter ça, mais il est très important aussi d'apprendre à se détacher de ça pour trouver d'autres fonctionnements. Parce que si on ferme tout, il risque de se passer ce qui s'est passé par exemple pour Grégory Markopoulos, qui était un cinéaste américain plutôt important, qui avait l'envergure, on va dire, de Andy Warhol, et qui a décidé du jour au lendemain de ne plus montrer ses films ou de les montrer à la fin des années 70, ou milieu des années 70, ou de les montrer que sur invitation. Donc il a retiré tous ses films de circulation, il est devenu une sorte de mythe. Et puis, quand les gens ont pu finalement voir ça à partir des années 93, lorsqu'on a fait une rétrospective à l'American Center et au Whitney Museum, beaucoup des gens ont commencé à voir les films, mais ça ne correspondait plus à rien historiquement. Et donc l'importance du cinéaste s'est été effondrée. Donc il faut faire un petit peu attention qu'il y a de moins en moins de lieux qui ont les moyens de montrer du film. Là je ne parle pas de vidéo, c'est du film. Et donc si leurs œuvres ne peuvent pas être vues, même si c'est une reproduction, il y a des chances que ils vont être encore un peu plus marginalisés. Et si leurs œuvres sont accessibles, il y a peut-être des chances, en fonction de la qualité des œuvres, de différents impératifs, qu'ils soient invités pour montrer leurs films d'une manière correcte dans certains lieux. Il faut changer les paramètres de la discussion tels qu'ils étaient appliqués jusqu'alors. Alors la question de la gratuité, plus ça va, oui, plus je mets mes textes en ligne accessibles, n'importe qui peut les prendre, plus je donne des conférences le plus tôt possible, parce que je me suis aperçu que ça nourrissait plus d'échanges que de garder tout confiné pour soi. C'est peut-être ça qui est plus important, d'être stimulé par des réponses ou des interrogations qui peuvent venir.